Donc, comme de coutume, en tant que représentant du comité d'experts, je vais essayer d'expliciter très rapidement la raison de notre choix, pourquoi nous avons sélectionné cette expérimentation. Donc, je crois que j'ai perdu au tirage au sort, hein, au niveau des experts du comité, parce que pour justifier, encore une fois, comme tout à l'heure ce matin, la nature de l'innovation, c'est très difficile. Et c'est pas du tout péjoratif, au contraire. Tout le monde a entendu parler de l'innovation ordinaire, hein, le livre de Norbert Alter. Ben là, c'est exactement ça. C'est que c'est tellement ordinaire que l'on peine à considérer cela comme innovation. Et c'est toute la contradiction du travail social qu'on a déjà soulevé ce matin. C'est qu'aujourd'hui, l'innovation se situe très certainement dans une déconstruction de logique, d'hypothèses, de théories qui, pour le travail social et du point de vue du travail social, constitue un problème, une problématique à surmonter. Et donc finalement, ce n'est pas en faisant quelque chose de supplémentaire qui nous pousse à régler le problème, c'est en arrêtant cette construction compliquée. Au début de ce forum, hier matin, on vous a présenté un petit film. Le titre, c'est « Et si c'était simple ?» À mon sens, cette innovation s'inscrit totalement dans cette logique. C'est-à-dire pourquoi faire compliqué si on peut faire simple. Et finalement, l'innovation, c'est de ne pas faire quelque chose de compliqué, mais de faire quelque chose de simple. Et que les personnes prises en charge et les conditions de vie qu'on leur donne, qu'on leur garantit, s'inscrivent dans une banalité totale qui, en général, nous est réservée à nous. Donc nous avons retenu cette expérimentation pour l'aspect très normalisant, très banal de certaines conditions offertes à des personnes qui, généralement, dans nos institutions, bénéficient de prise en charge et de contextes extraordinaires par rapport à ce qu'on réserve à nous. Voilà, donc l'innovation, elle est là. C'est dans la banalité de l'approche des besoins et des moyens fournis à des personnes que l'on juge trop souvent comme, encore une fois, anormales. Je vous laisse la parole et je reprendrai la parole après votre présentation pour aller plus loin sur la nature de l'innovation. Ok, merci. Donc je vais me présenter puis présenter mon équipe rapidement. Donc je suis Bernard Sollet, je suis le directeur du foyer Les Charmilles, qui est un foyer d'hébergement, donc qui accueille 34 personnes, 24 sur un hébergement collectif avec des chambres individuelles, et une dizaine de personnes dans des appartements et pavillons sur l'extérieur. Voilà, je vous présente rapidement donc à ma gauche Véronique Durand, qui est la chef de service, ensuite Frédéric Labaume et Anaïs Lobjoie, qui font partie de l'équipe éducative. Alors effectivement, Monsieur Letellier m'a transmonté ces mots la semaine dernière pour me motiver à cette intervention. Il me disait: ce que vous avez à présenter est à la fois peut-être l'un des moins innovants et en même temps le plus innovant. Rendre à l'autre son droit à la vie de tout le monde. Alors, c'est sur cet objectif-là que s'est lancée l'ouverture des Charmilles en 2005, c'est-à-dire... Il faut que tu tiennes un peu plus loin, parce que ça, c'est très fort. Ah d'accord, ok, ça va là. On voit tout de suite que j'ai l'habitude. Donc, les personnes que nous accueillons aux Charmilles, ce sont avant tout des adultes qui vivent dans ce qui va devenir leur lieu de vie, pour la plupart très longtemps, un chez-soi, qui se doit, et c'est notre créneau, d'être aussi extraordinaire et banal que notre vie à nous. Alors, cette démarche, elle va prendre son corps dans tous les domaines de la vie quotidienne, et c'est pour ça qu'on ne va pas vous parler de la vie affective et sexuelle des personnes qui sont accueillies aux Charmilles, mais tout simplement de leur vie. Historiquement, ce travail de réflexion a démarré à l'ouverture de l'établissement en 2005, autour essentiellement de la notion de chez-soi. Alors, il faut que je fasse clic, j'ai marqué. Si tout de suite la chambre va être considérée comme un lieu privatif où la personne va pouvoir venir avec ses meubles, elle y aura sa télévision, une ligne téléphonique personnelle, un 01, et sa clé, la question de la vie affective et sexuelle restera externe, comme en témoigne le premier règlement de fonctionnement. Je vous le lis. Le projet associatif et le projet d'établissement du foyer Les Charmilles sont conçus pour recevoir des résidents vivant seuls. La diversité de la population accueillie, l'aspect collectif de l'hébergement et le devoir d'assurer protection et bientraitance ne permettent pas, à l'établissement, de pourvoir à l'obligation de moyens agréant les rapports sexuels au sein du foyer.
Ainsi, la sexualité est abordée et prise en compte dans le cadre d'un accompagnement et d'un travail éducatif. Tout est dit. Mais c'était il y a 10 ans, on sait que les choses ont beaucoup évolué depuis. On a pu le voir tout au long des 2 journées. Alors, mais bon, cette approche, elle émane essentiellement du directeur qui était en place à cette époque-là, qui ne restera pas longtemps. Voilà, et qui, voilà. Et à la suite, ensuite, c'est moi qui avait arrivé dans cet établissement en septembre 2006. Et les premières des réunions d'équipe vont tourner autour de cette approche de la notion d'adulte. Alors cette rencontre, parce qu'il s'agit bien d'une rencontre, je crois, enfin en tous les cas, on la partage avec mes collaborateurs, cette rencontre entre un directeur et ses proches collaborateurs tout de suite, d'abord, c'est-à-dire Véronique Durand, le chef de service, mais aussi Odile Boudjelou, la psychologue qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis, et ensuite une rencontre avec l'équipe éducative et l'ensemble du personnel. Cette rencontre va, comme vous allez pouvoir voir, déboucher sur une vision très ordinaire et banale de ce que devrait être, à notre sens, la vie des personnes adultes accueillies en établissement. Dans les premiers échanges que nous aurons, nous allons surtout essayer de définir ce qui caractérise un adulte et ce qu'il nous faut mettre en œuvre pour que les personnes se sentent considérées comme telles. La conception de l'autonomie, bien sûr, sera au centre de notre débat. Une autonomie que l'on peut peut-être définir par la capacité de chacun à gérer ses propres dépendances. Mais une autonomie qui commence surtout, comme le dira un des éducateurs présents, par la capacité à penser par soi-même, pour soi-même. Ce qu'on appelle et ce qu'on a appelé hier, par exemple, l'autodétermination. Et que nous traduirons, nous, dans notre projet, par le fait de devenir sujet, et un petit peu plus tard, par le fait de devenir le sujet auteur. C'est-à-dire, comme le dit André Consponville, celui qui est en situation de penser, de vouloir et d'agir en homme libre. Alors, cette reconnaissance première que nous allons aborder, c'est dans cette question première de la reconnaissance que nous allons aborder la question du statut et du vivre chez soi. Concrètement, cela se traduit par des options toutes banales comme, par exemple, ne pas parler d'argent de poche, mais parler d'argent personnel. Aller chercher de l'argent à la banque avec une carte bleue. Payer soi-même son coiffeur, son médecin, son esthéticienne, ou son entrée à la piscine ou au cinéma. Bref, vivre de façon ordinaire. Alors, c'est aussi pour nous venir travailler là où les personnes habitent, et pas le contraire, accueillir des personnes là où on travaille. En interne aussi, la vie va progressivement s'articuler autour de cette idée. Ainsi, va se mettre en place un accueil qui va reconnaître la personne comme pouvant devenir actrice de sa propre vie, mais cela ne suffit pas et ne sert à rien si concrètement l'équipe d'accompagnement n'est pas en mesure de faire bouger les choses et de laisser aux personnes concernées un espace suffisant pour qu'elles s'attribuent ce statut d'adulte. Alors cela passera par un positionnement ouvert qui va mettre la personne dans ce statut en la considérant comme telle et en lui permettant de l'être et de le devenir. Ainsi, une des premières questions qui me sera posée lors des réunions que nous aurons ensemble, c'est de savoir si les personnes qui sont accueillies ont le droit à un grand lit. Ma réponse affirmative ira complètement dans le sens de la question posée, c'est-à-dire qu'un adulte doit pouvoir dormir dans un grand lit. Et il ne s'agit pas d'autre chose, et pas bien entendu uniquement d'une question de sexualité. Car, et je fais appel à vos souvenirs, pour certains certes lointains, un petit lit n'a jamais rien empêché en termes de vie affective et sexuelle. Pour autant, cet échange va aussi poser la question de la vie affective et sexuelle dans une mission qui nous amène à travailler, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, à la fois l'autonomie des personnes accueillies et à la fois leur protection. Mais là encore, rien que de très banal si on se regarde un peu soi-même. Autonomie et protection, autrement dit liberté et sécurité, ne sont que le lot commun à tous les êtres humains, et les difficultés de les faire vivre ensemble n'appartiennent pas qu'au secteur social et médico-social. Il suffit de nous regarder tous en ce moment pour en avoir la certitude. Rien de moins logique, donc, de considérer les personnes accueillies au Charmilles avant tout comme des adultes, c'est-à-dire comme des hommes capables, au sens de Paul Ricoeur, des hommes et des femmes pouvant accéder à tout ce à quoi ils seront en mesure de faire, sans a priori, les laissant ainsi libres de faire avec nous ou sans nous, intervenons-nous pour les aider quand ils sont en difficulté. Ainsi, c'est en délaissant notre mainmise sur leur vie, en abandonnant tant faire se peut la logique institutionnelle et ses freins pour engager la personne vers un possible par soi-même, qui, avouez-le, est quand même bien plus sympathique et excitant qu'improbable par les autres. Ainsi vont se créer des conditions d'expression de leurs envies, de leurs souhaits et de leurs désirs
qui sont quand même plus excitants que les seuls besoins. Comment cela est-il possible ? Eh bien, premièrement, en s'appuyant sur la loi de 2002 et 2005. Il suffit de la relire pour en faire des éléments de réflexion et de création d'une approche qui va redonner à la personne accueillie tous ses droits de citoyen, au même titre que chacun d'entre nous, et dans un rôle qui n'est pas de faire uniquement usage de ce qui leur est proposé, mais bien d'en faire partie en tant que membre actif. C'est dans son contexte et au travers d'une telle approche que la vie affective et sexuelle va prendre toute sa place au Charmilles. En ce qui concerne les Charmilles, elle va commencer par une réflexion sur la notion de couple. En effet, à l'ouverture de l'établissement, plusieurs personnes sont déjà en couple, comme on dit. Et la question de cette vie de couple va se poser. S'il y a des réserves à ce que la sexualité fasse partie de la vie des personnes accueillies, les modalités de son expression vont se discuter et s'inscrire au fur et à mesure des événements. C'est ainsi que tout naturellement, les relations sexuelles vont faire partie de la vie des couples vivant dans l'établissement. Il n'y a jamais eu au Charmilles un étage homme et un étage femme. Les premières questions vont venir d'ailleurs des personnes elles-mêmes. Elles seront posées lors d'une réunion des résidents en me demandant directement « Est-ce qu'on a le droit de passer une nuit ensemble ?» Une manière pour eux d'officialiser leur vie amoureuse. Là va se poser la question, on l'a évoqué à plusieurs reprises, la question de la protection des personnes accueillies sur deux aspects. La première, très institutionnelle, est la sécurité en cas d'incendie. On n'y échappe pas malheureusement, et l'obligation qui nous est faite de savoir où les personnes sont. Et la seconde concerne la protection des personnes elles-mêmes, c'est-à-dire, qu'on en a parlé ce matin, le consentement. Voilà, et donc nous allons décider que les couples devront nous prévenir ensemble quand ils dorment dans la même chambre. J'ai bien dit nous prévenir, et non pas nous demander une quelconque autorisation. Simplement nous prévenir. Mais ce n'est pas une chose si simple ni naturelle quand même. Souvenez-vous un petit peu la première fois que vous avez prévenu vos parents que votre petit copain venait dormir à la maison. Bref, ceci étant fait, il restait une question. À partir de quand est-on en couple ? 1 an, 6 mois, 1 semaine, 1 heure ? Pour nous, on ne s'est pas posé la question. En couple, c'est quand on a envie de passer du temps ensemble. Imaginez-vous la scène très vite du directeur réveillé à 23h30 par la surveillante de nuit qui lui dit qu'il y a 2 résidents qui viennent de passer la soirée ensemble et qui veulent dormir ensemble. Le directeur, faisant référence au projet personnalisé, demande un temps de réflexion et dit qu'il va en parler à la prochaine réunion d'équipe. Voilà. Donc c'est complètement ubuesque. Alors, voilà. Ces choses-là ne se passent pas au Charmilles. Les personnes préviennent et passent la nuit ensemble. Pourquoi ? Parce que la vie amoureuse et le désir d'avoir une relation, sexuelle ou pas, ne se commandent pas dans un projet. La vie nous réserve, heureusement, ces moments particuliers où l'on ressent l'envie de se rapprocher, et pas seulement pour construire une relation durable. D'ailleurs, qui entre nous s'est imaginé la prochaine fois qu'il a couché avec son compagnon ou sa compagne de rencontre, que cela allait durer toute la vie. Non, la vie affective et sexuelle, c'est aussi fait de moments non prévus, non inscrits, même dans un projet. Mais être amoureux, c'est aussi construire une vie à 2. Et si cela peut paraître banal, c'est quand même assez extraordinaire quand cela nous arrive. Alors cela passe aussi par la possibilité d'aller au resto ensemble, d'accueillir chez soi son ami, de passer le week-end ensemble, de lui faire un petit café le matin. Je vous laisse rêver. Au Charmilles, tout cela est possible. Parce que les personnes sont chez elles. Certes, dans des conditions particulières, parce qu'il y a une partie collective. Mais, excusez-moi, merci Véronique. mais qui ne peut pas justifier des impossibles. Il y a au jour d'aujourd'hui 17 personnes sur 34 qui vivent en couple, avec un certain nombre de personnes dont le compagnon vit à l'extérieur. Ainsi, avoir un chez-soi, c'est aussi vivre. Mais avoir un chez-soi, c'est aussi vivre à son rythme. C'est pouvoir se réveiller seul, prendre son petit déjeuner tout seul, si on le souhaite. C'est pouvoir manger le soir, alors qu'on a envie. C'est se servir un café dans la cuisine, en proposer un à son directeur, pourquoi pas, et aussi à la comptable. C'est pouvoir inviter ses parents, inviter son frère, sa sœur, des amis à manger, à prendre un café, voire même inviter le directeur ou la chef de service un dimanche midi, voire même mieux encore, inviter la maîtresse de maison qui nous fait à manger tous les jours. Enfin, et ce n'est pas le moindre importance, c'est choisir pour soi ce qui nous semble le mieux. C'est partir en vacances avec qui l'on veut, c'est choisir ses habits, sa coiffure, son tatouage, en disant à ses parents « mais c'est ma peau ». C'est affirmer à ses éducateurs dubitatifs « je veux conduire une voiture sans permis » et y parvenir.
C'est dire à ses parents, ce week-end, je reste à la résidence, je reçois mon copain. Bref, c'est s'assumer en tant qu'adulte, c'est-à-dire faire par soi-même et pour soi-même en étant accompagné. Accompagné, c'est-à-dire avoir à côté de soi un compagnon, celui qui fait un bout de route avec vous et qui vous aide quand on en a besoin. Un compagnon, c'est aussi celui qui partage le pain avec vous, qui partage non pas votre vie, mais la vie, tout simplement, un bout de vie, ou du moins. Tout simplement, peut-être pas. En effet, tout cela ne se fait pas si simplement que ça. Pour cela, il faut que nous soyons, nous les accompagnants, dans une certaine proximité avec les personnes que nous côtoyons. Une proximité qui nous permet de bien les connaître en tant qu'êtres singuliers et de poser avec eux les bases d'une vie qui puisse se réaliser au regard de leur potentiel. Une proximité qui accepte l'attachement comme une relation extraordinaire et banale. Alors, pour cela, il faut un projet, nous dit-on, un projet de vie même. Mais soyons objectifs et réalistes. Qui, dans cette salle, écrit et fait valider par un tiers son projet de vie tous les ans? Alors, je ne parle pas de là des résolutions qu'on fait au 1er janvier puis qu'on oublie à la galette des rois. Hein. Je parle d'écrire son projet de vie. Alors quel paradoxe de demander aux personnes les plus vulnérables d'entre nous de faire quelque chose que l'on ne fait jamais. Ainsi, inscrire en plus alors un projet de vie affective et sexuelle. Est-ce à dire que nous renonçons à tout projet au charmille? Absolument pas. Le projet, c'est l'affirmation des êtres sur le poids des choses, disait le philosophe. C'est croire que demain, ça pourrait être meilleur qu'aujourd'hui. C'est pourquoi il est nécessaire de mettre les personnes que nous accompagnons en situation de projet. Mais un projet qui leur appartient, qui part d'eux, de leurs souhaits, de leurs désirs, de leurs besoins. Pas un projet qui appartient à l'institution, aux spécialistes du projet que nous serions devenus. Jean-Paul Sartre disait « Quand les parents ont un projet, les enfants ont un destin ». Que dire alors que des institutions où les professionnels ont un projet pour chacun de leurs usagers? Il nous faut donc faire le deuil de tout savoir, le deuil de toute notre puissance, le deuil d'avoir toujours raison, nous dit Philippe Perrenoud, et savoir se remettre en question, se vider des évidences, des certitudes, qui sont autant de freins à la pensée. Mais c'est surtout faire de la place de l'autre, comme on nous l'a rappelé hier, à la personne concernée, et la laisser avancer dans la vie, à sa vitesse, par rapport à ce qui la motive. Lui ouvrir les portes du possible, ne pas s'enfermer dans des raisons institutionnelles pour de faux a priori. Comme par exemple, évoquer une question d'assurance pour justifier qu'une personne ne puisse recevoir son compagnon pour une nuit, pour un week-end. Ou encore partir du principe que cela pourrait gêner le voisin si un résident accueillait son compagnon toute la nuit en sachant ce qu'ils allaient y faire. Est-ce que vous vous êtes posé la même question quand votre fils ou votre fille a demandé à ce que son compagnon vienne dormir à la maison? Est-ce que vous vous êtes posé la question si ça allait gêner son petit frère ou sa petite sœur? Non. Eh bien, pour nous, les choses sont pareilles. Voilà. Enfin, je voudrais terminer mon propos en essayant de mettre fin au moins à 2 freins de la relation éducative telle que nous la proposons et la défendons dans notre établissement. Le premier serait la crainte de perdre notre identité professionnelle en ayant une attitude trop humaniste et trop humaine. L'une des particularités du travail en institution auprès des personnes adultes est que nous sommes auprès de ces dernières souvent sur du long terme. 60% des résidents et 40% des personnes, des accompagnants sur le foyer Les Charmilles sont là depuis plus de 7 ans. Dont les accompagner dans un statut d'adulte qui se doit d'être empreint d'un maximum d'égalité entre nous. Ces 2 dimensions me conduisent à privilégier la proximité plutôt que la distance comme support première de cette relation. Dans la proximité, nous dit Emmanuel Levinas, l'autre existe vraiment. Ce n'est ni la fusion où l'autre n'existe plus, ni la distance où l'autre n'apparaît que comme un élément d'un tout. C'est dans la proximité que je rencontre le visage de l'autre, que je le reconnais dans ce qu'il a d'unique, de singulier, d'humain. Cette attitude humaine, j'allais dire cette attitude entre humains, n'empêche en rien une posture éducative. Elle la rend seulement un peu plus naturelle dans ce que nous avons en commun et dans tout ce qui concerne la vie banale et extraordinaire qui est la nôtre. Une vie banale et extraordinaire qui est faite de prise de risque. Une prise de risque ici à tout accompagnement éducatif. Et les parents que nous sommes, pour la plupart, le savent très bien. Mais une prise de risque acceptable, assumée et partagée. Assumée et partagée au niveau de l'équipe de direction, au niveau des professionnels, mais aussi avec les familles et surtout avec les personnes concernées. Une prise de risque comme il y en a dans la vie que nous menons tous,
Une vie de risque, banale et ordinaire, comme quand on devient amoureux, par exemple. Merci. Bien. Franchement, là, vous m'avez fait rêver. Hein. Et je le dis très honnêtement. Par contre, je plains vos collaborateurs. Là. Le jour où, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ils voudront partir ailleurs travailler, la douche froide va être très froide. Allô? Oui, ça l'est, c'est compliqué. Mais pour nous encore, ça va. C'est aussi très compliqué pour les adultes qui doivent quitter l'établissement. Ouais. Voilà. Parce qu'on a une jeune femme actuellement, enfin une femme qui a 50 ans, qui est mère et grand-mère, qui doit quitter l'établissement parce qu'elle ne travaille plus et elle a fait valoir son droit à la retraite. Et voilà, énormément de difficultés à trouver un établissement. Elle avait trouvé un établissement qui lui convenait à peu près. Et elle a demandé si elle pourrait accueillir son compagnon le week-end. Et on lui a dit non. Et elle a décidé de ne pas y aller. Je crois que vous venez de démontrer magistralement à quel point il est compliqué de faire simple. Et pourquoi c'est compliqué? Parce que vous dépassez, mais vous l'avez dit, je vais le redire, mais autrement, mais synthétiser, mais vous l'avez dit, vous dépassez deux formes de tabous qui sont complexes et extrêmement forts et extrêmement instituants. C'est-à-dire que c'est en fonction d'eux qu'on institue des pratiques. La première forme de tabou est liée à la relation que les professionnels entretiennent, et les adultes de manière plus générale, entre le handicap et la sexualité. Premièrement, considérer qu'une personne handicapée n'est pas un éternel enfant. Et donc que c'est un adulte, malgré ses déficiences éventuelles, ses impossibilités ou ses différences. Et donc de considérer les personnes handicapées comme des personnes totales, douées de raison, douées d'autonomie, en un mot, des adultes. Première difficulté. La deuxième difficulté, qui à mon avis d'ailleurs est liée à la première, parce que c'est la plus entendable que celle que je viens de dire, c'est que si on laisse la sexualité des personnes handicapées s'exprimer, on ne couperait pas la ligne de la monstruosité. Ça, c'est difficile à dire, c'est difficile à entendre, mais ça doit être extrêmement fort. C'est-à-dire que la sexualité des personnes handicapées doit s'arrêter, comme une maladie doit s'arrêter, comme une contagion doit s'arrêter. Et que si on ne fait pas quelque chose contre ça, on est coupable de faire perdurer une situation qui n'est pas bonne, ni pour la personne, ni pour l'humanité de manière générale. C'est la première forme de tabou qui est liée autour de la représentation du handicap dans nos sociétés. C'est extrêmement fort, et la manière de faire extrêmement simple vient totalement déconstruire toutes les protections que l'on met en œuvre habituellement en théorisant, d'ailleurs, c'est ça le pire, que l'on fait différemment par rapport à cette personne que par rapport à nous. Vous avez donné plein d'exemples de la vie normale pour nous. Voilà. Et on peut tirer des fils jusqu'à tous les usagers du travail social. Vous avez cité l'exemple du projet individuel où on demande des comptes sur le sens de la vie à des gens au nom de leurs difficultés. C'est complètement absurde. Bon. Deuxième forme de tabou, alors là, c'est encore une montagne, c'est l'Everest. Et elle est aussi, cette dimension est aussi forte que la première, c'est l'institution totale. De rompre avec l'idée, et vous l'avez dit merveilleusement, que c'est vous qui travaillez chez les gens, et non pas des gens qui vivent chez vous, au travail. Donc que l'institution, malgré le fait que pour nous, les travailleurs sociaux, ce soit un travail, peuvent être un domicile pour les personnes accueillies. Et c'est renoncer à une toute-puissance qui fait vivre l'institution, qui peut-être paradoxalement fait vivre les professionnels, donc quelque chose de caché, une part très cachée de la motivation. Mais quel pied de pouvoir contrôler la vie d'autrui. Qu'est-ce que ça désangoisse, alors qu'on ne peut pas contrôler la nôtre. J'ai eu un exemple, et je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions, mais dans un CHRS où tout le monde était très bien formé, chef de service, éducateur, etc., pour femmes avec enfants qui ont été violentés par des hommes, où dans le règlement intérieur, il était indiqué que c'était interdit de recevoir des hommes en dehors du dimanche après-midi.
Et du coup, il y avait des visites surprises le dimanche matin, on regardait sous les lits, etc. etc. Bon. En dehors que c'est très probablement illégal, ça nous a été dit hier, les gens étaient très bien formés, très bienveillants. Donc il aurait été tout à fait simple d'imaginer qu'en disant bah, « vous ne pouvez pas faire comme ça », en tant qu'intervenant extérieur, que les gens changent directement leur pratique. Et c'était impossible pour eux, alors qu'ils étaient tout à fait formés. Parce que le poids de l'institué dépasse les individualités des professionnels qui, du coup, sont complètement happés par le poids de l'institution qui devient une loi en tant que telle. Et rompre avec l'institué, bah, c'est comme rompre avec une loi, ça rend coupable. Donc je vais terminer, mais vraiment, hein, votre innovation, qui au fond n'en est pas une, montre toute la difficulté du travail social aujourd'hui à trouver un sens, certes nouveau par rapport à ce qui se faisait avant, mais qui nous ramène au début. Et du coup, aller justifier du côté innovant de votre pratique, ça va être difficile. Alors que fondamentalement, vous le faites. Donc en plus, vous ne pouvez vous pouvez difficilement vous valoriser parce qu'on va vous renvoyer une banalité. Donc vous êtes en train d'affronter peut-être un troisième tabou, qui est celle de l'innovation ordinaire et quelque part du bon sens. Voilà. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Le bon sens, c'est ce qui nous guide dans toutes les réflexions qu'on a, quoi. Véritablement, enfin, ça c'est un mot qui appartient beaucoup à Véronique quand elle travaille avec ses collaborateurs. C'est vraiment, il faut avoir du bon sens. C'est ce qu'on demande aussi à personne qui vient travailler au Charmy, c'est d'avoir du bon sens, quoi. Et un bon sens humain, pas un bon sens professionnel. Oui, tout le monde est persuadé d'avoir du bon sens, d'autant plus quand on est professionnel et qualifié. Oui, c'est ça. Donc la notion de bon sens, elle est très difficile à justifier puisque chacun a son bon sens.